La semaine dernière sortait la série documentaire France 2, Notre Histoire de France. Son but, selon Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions, ce serait de déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national, c'est-à-dire des réécritures de l'histoire pour la mettre au service de certaines idéologies nationalistes ou autres, et influencer le présent au regard de cette réécriture. Ça, il le dit dans un article de 20 minutes, avec qui France 2 est partenaire pour la diffusion de cette série. Et si on continue la lecture de cet article, cette série, qui se veut être un moyen de rassembler les Français, fera sans nul doute grincer des dents les partisans d'une histoire de France rigide, forcément blanche, forcément chrétienne. Nous y voilà. Pourquoi le roman national dérange-t-il? Est-ce que cette série documentaire nous offre autant de dingueries que la cérémonie des JO? Pourquoi le service public, le gouvernement, nos employés en quelque sorte, Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pub. s'acharne-t-il à rabaisser les héros qui font la gloire de la France? Décryptons. Cette vidéo n'est pas un décryptage historique, ça je le laisse à d'autres qui le feront bien mieux que moi, car autant vous dire que mes connaissances concernant Saint-Louis et Henri IV sont quelque peu limitées. Pour la simple raison qu'on ne me les a pas enseignées à l'école de la République, ou alors très vite fait en CM1 en train d'exposer de Maël sur les fourmis et la chanson des petits papiers. Mais donc autant vous dire que de mon côté, il n'y avait pas grand chose à déconstruire. Ce qui moi m'intéresse, c'est le message idéologique que France TV veut faire passer. Parce que je pense que les critiques qui pourraient être faites par certains auront moins pour objectif de débattre que de galvaniser leurs troupes autour de l'idée que France Télévisions aurait des partis pris et des biais idéologiques, à d'autres. Sur ce, allez chercher vos marteaux-piqueurs et déconstruisons leur déconstruction. Un roman, selon la définition du Larousse, c'est une œuvre d'imagination constituée par un récit en prose d'une certaine longueur dont l'intérêt est la narration d'aventure, l'étude de mœurs ou de caractère, l'analyse de sentiments ou de passions, la représentation de réel ou de diverses données objectives et subjectives. Quand on parle de roman national, on entendait donc à la base, quand l'expression a été inventée au XIXe siècle, un genre de fiction qui a la nation comme personnage principal. Puis son sens a été modifié dans les années 90 par Pierre Nora, historien français, qui l'aurait pompé au sociologue Paul Lyonnais dans son ouvrage Voyage au cœur du malaise français, l'antiracisme et le roman national. Le roman national est alors entendu comme un récit patriotique édifié par des historiens du XIXe siècle, louant la construction de la nation. Pour Lyonnais, ce roman national aurait été diabolisé par la gauche française et par l'idéologie antiraciste. Selon lui, la xénophilie confine à la haine de soi et écarte l'idée d'une assimilation républicaine. Bon, concernant la haine de soi, je sais pas si on peut aller aussi loin, surtout que beaucoup d'entre eux ont l'air de beaucoup s'aimer, mais il est sûr qu'à partir de mai 68 va s'installer un climat de repentance et d'autoflagellation concernant l'histoire de France. Homme blanc pas gentil, homme blanc tyran, homme blanc doit s'excuser. Il y en a marre de ces racistes qui prennent la haine et qui nous divisent. Les historiens sont d'accord pour dire que la construction du roman national remonte au Second Empire, avec la mise en place en 1867 via la loi Duruy de l'enseignement obligatoire de l'histoire à l'école. Ce roman national s'affirme ensuite sous la Troisième République. Son but, c'est de mettre en avant la grandeur du pays, c'est au fait en édulcorant les pages les plus délicates. En gros, le roman national sert à rendre les futurs citoyens français fiers de leur pays et de leurs racines, et à les transformer en de petits patriotes. L'invention de ce roman national repose surtout sur deux figures, Jules Michelet, un des pères de l'histoire de France, et Ernest Lavis et la publication de ses manuels scolaires. Enfant, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et son histoire l'a faite grande. Oui, le roman national sert avant tout un projet politique. Consolider la République en rassemblant les Français sous le même drapeau en les rendant fiers d'une même histoire pour influencer leur comportement présent et ou futur. Mais c'est aussi un outil pédagogique. Il est beaucoup plus facile pour un enfant de mémoriser des événements historiques qui s'enchaînent logiquement, qui sont incarnés par des figures fortes érigées en héros, quand on ne lui balance pas à la figure une quinzaine de dates par période mais seulement les plus importantes, et quand on dynamise un peu le tout avec des combats spectaculaires sur des champs de bataille. Je précise que depuis tout à l'heure j'emploie le terme de roman national car c'est celui qu'a utilisé Nicolas Daniel et les différents journaux ayant traité de cette série, mais aujourd'hui en tout cas les personnalités politiques, parlent plutôt de récit national. La différence étant que lorsqu'on emploie le mot roman, on entend fiction, donc faux. Et même si certains épisodes de notre histoire ont été embellis et vulgarisés dans ce roman national, ils ne sont pas pour autant fictionnels et ne se basent pas sur du vent. Ça c'est quand même l'un des premiers arguments des anti-romans nationaux. Un autre de leurs arguments, c'est la critique de cette vision très centralisée de l'histoire de France. Cette dernière devrait être vue d'une manière beaucoup plus globale. Patrick Boucheron, historien, s'était d'ailleurs fait applaudir
dire par ses collègues après la sortie de son ouvrage Histoire mondiale de la France. Si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il était l'un des co-auteurs de la cérémonie d'ouverture des JO. Je vous lis un extrait d'un article du Nouvel Obs à propos de cet ouvrage objectif et non biaisé car écrit par un historien, et donc qui dit historien dit expert dont la parole est sainte. Tout s'est décidé en quelques semaines au printemps 2016 alors que se profilait l'élection présidentielle de 2017 dont tout indiquait qu'elle marquerait une nouvelle étape dans la progression des idées xénophobes venues du Front National. Pour peser dans la joute électorale à venir, pour fixer quelques repères face au risque d'une nouvelle focalisation autour de la question de l'identité, Patrick Boucheron est parti d'une conviction empruntée à Braudel. Faire l'histoire de France n'a aucun sens si on ne l'inscrit pas dans l'histoire du monde. Voilà. Et ensuite, leur dernier argument, c'est donc bien sûr que le roman national est un truc nationaliste, et qui dit nationaliste dit d'extrême droite, donc dangereux, car propagateur de haine. Voilà de quoi on parle quand on parle de roman national. Voilà ce que la série documentaire de France 2 souhaite déconstruire d'après les propos de son directeur des magazines. Bon, spoiler, cette série ne déconstruit rien du tout. À part 2-3 messages non biaisés et sans parti pris, notre histoire de France reprend trait pour trait le fameux roman national qu'on nous a globalement tous enseigné à l'école. Ces événements ont construit la France, façonné un peuple et forgé une nation. D'ailleurs, cette série est aussi, ou surtout, à l'intention des écoliers et alimente la plateforme éducative Lumni. Lumni, c'est se cultiver sans se faire. Notre histoire de France est donc une série produite par France 2 dans laquelle on suit Thomas Sisley, un narrateur cool et détendu du XXIe siècle qui se balade à travers les siècles pour nous conter la vie des grands héros de l'histoire de France. Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Jeanne d'Arc et Henri IV. Bien la déconstruction du roman national. Top. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! La première chose qui saute aux yeux quand on regarde cette série, c'est que Thomas Sisley a exactement le même sourire que Jean Dujardin dans Brise de Nice. Et c'est agaçant. Ou alors c'est parce que je suis vraiment du genre à faire des fixettes sur des petits trucs à la mais ça reste un sourire super agaçant. La deuxième chose qu'on remarque, c'est le jeu d'acteur des figurants. Un jeu d'acteur vraiment absent. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, l'ennemi arrive, il faut partir. Jamais! Et la troisième chose qu'on remarque, ce sont les petits messages idéologiques, susurrés à notre oreille aussi discrètement que s'ils nous balançaient des pavés au visage. L'épisode 1 débute avec cette phrase « De Napoléon III à Pétain, nombreux sont ceux qui ont voulu faire de Vercingétorix le premier héros de l'unité française d'un certain nationalisme. » Avec son intonation, c'est mieux, attendez. Vercingétorix, le premier héros de l'unité française d'un certain nationalisme. Pourquoi employer ce ton spécifique ? Comme si l'unité française c'était un truc de gros beauf dont on devait se moquer. Mais surtout, pourquoi affirmer juste après qu'il n'est, je cite, pas question de nationalisme mais de révolte populaire ? Pour nous démontrer dans la suite de l'épisode que Vercingétorix est le mec qui a fait en sorte que les différentes tribus gauloises se lèvent et s'unissent contre le même envahisseur pour défendre une culture à peu près commune et un même territoire. Ce sont évidemment des questions rhétoriques dont on connaît tous la réponse, à bas l'esprit nationaliste. Pendant toute la série, ils vont louer le brassage des peuples et des cultures. C'est vraiment une mosaïque de religions et d'identités culturelle, ethnique, très variée. Et vas-y qu'avec un grand sourire, si cela te dit que les Gaulois se sont fait grand remplacer par les Romains, et vas-y qu'on fait tomber amoureux un soldat de Clovis et une Syrienne, et vas-y qu'un soldat de Charlemagne tombe amoureux d'une Arabe dont le monde est tellement en avance sur son temps. On va aussi accuser les Francs de racisme systémique, à commencer par le méchant Charles Martel, qui fait passer les pillages des gentils Sarrasins pour une tentative d'invasion. Comme quoi la désinformation et la réécriture de l'histoire, ça a toujours existé. Je t'en prie, Thomas, va dire ça aux Espagnols. Mais Charles Martel avait tout compris. Les nazis ont juste voulu finir le boulot. Bon, bien sûr, je force un peu le trait, ce n'est pas le message principal de la série. Cette dernière parle aussi de l'homosexualité des Gaulois, comme ça, paf, sans qu'on s'y attende, entre deux batailles, à un moment où il n'était ni question de sexualité, ni question de couple. Et là, vous me dites, bah oui, mais c'est ça, déconstruire le roman national. Et moi je vous pose la question suivante, si l'on ne parle pas de la sexualité des Gaulois ou des orgies des Romains dans les classes de CM2, est-ce petit A à cause des réacs conservateurs qui souhaitent qu'on continue à enseigner le roman national aux élèves, petit B parce que l'éducation nationale est homophobe, petit C parce qu'on n'en a rien à carrer, ou petit D parce qu'il faut arrêter de vouloir parler de relations charnelles aux gamins de 9 ans. Plusieurs réponses sont acceptées. La D, c'est peut-être la réponse A ou la B ou encore la C. La série se vante aussi en interview de traiter de la place des femmes, grandes oubliées des livres d'histoire. Alors, oui, il y a des petites phrases à leur propos, ici et là, mais ce qu'on apprend sur la place de la femme dans cette série déconstruit moins le roman national que le mythe des féministes, selon lequel les femmes ne travaillaient pas, n'avaient pas d'indépendance financière ou étaient mises au banc de la société. En résumé, France 2 a déçu tout le monde, la gauche qui s'attendait à ce qu'on fasse passer Jeanne d'Arc pour une travelote schizophrène, et la droite qui attendait aussi qu'on fasse passer Jeanne d'Arc pour une travelote schizophrène pour aboyer sur Twitter ou sur YouTube.
Oui, je me compte dedans. Au final, à part quelques messages subliminaux, déconstruction du roman national de rien du tout. Malheureusement pour 20 minutes, les partisans d'une histoire de France rigide, forcément blanche, forcément chrétienne, n'ont pas grincé des dents, car on leur a montré que l'histoire de France était construite autour de grands hommes, blancs, et depuis Clovis, chrétiens. Conclusion, beaucoup de bruit pour pas grand chose. Si vous le voulez bien, laissons place aux vrais déconstructeurs de notre histoire avec un grand H. Le 18 avril 2021, Emmanuel Macron donne une interview sur la chaîne de télévision américaine CBS News. Après que la journaliste l'interroge sur la question raciale, le président du « en même temps » se lance sur l'empire colonial qu'était la France par le passé, sur le fait que beaucoup d'habitants de ces anciennes colonies continuent d'immigrer dans le pays, et que pour se débarrasser du racisme, il faut aller aux racines du problème et déconstruire notre propre histoire. Pour couronner la chose et nous humilier davantage, il dit le tout en zozotant et dans un anglais approximatif assez similaire de celui de François Hollande. We were and we're still countries of immigration with a lot of people coming from former colonies. Comme si le fait d'avoir renié dès le début de son mandat l'existence de la culture française n'était pas suffisant. De façon générale, la question de l'immigration et de la colonisation est très présente dans cette idée de déconstruction de l'histoire de France. On culpabilise, on s'excuse, on se repentit, comme si nos ancêtres paysans, pour la grande majorité, avaient eu un seul instant leur mot à dire sur cette affaire. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on crève la boque? À cause de tous les paysans que c'est mort, hein? La déconstruction du roman national peut être littérale, avec par exemple le déboulonnement des statues de figures de l'empire colonial. Elle peut être symbolique, le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier par exemple, s'est réduit à un discours ultra sobre de Macron dans lequel ce dernier, pour ne pas se faire taper sur les doigts, a tenu à insister sur les vilaines choses faites par l'empereur, en martelant bien que c'était une commémoration et pas un hommage. Pardonnez-moi, mais à l'étranger on peut carrément voir des reconstitutions à taille humaine de ses plus grandes batailles. Ça c'est pour le côté repentance de cette déconstruction, mais on peut aussi parler du côté réécriture de l'histoire. Oui, la chose même qu'on reproche au roman national. Vous vous rappelez comment le directeur des magazines France 2 définit le roman national, Pour lui ce sont des réécritures de l'histoire pour la mettre au service de certaines idéologies nationalistes ou autres et influencer le présent au regard de cette réécriture. On a évoqué les idéologies nationalistes, parlons maintenant des autres, que Nicolas Daniel ne cite pas, à savoir pour commencer la pensée décoloniale qui nous vient tout droit des États-Unis et qu'on avait déjà abordé dans ce décryptage. Vous vous rappelez peut-être de la campagne publicitaire du Musée national de l'histoire de l'immigration qui avait fait polémique lors de l'été 2023. Elle avait pour objectif de vendre son nouveau parcours historique en présentant sur une affiche le roi soleil et le titre « C'est fou, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France ». À l'époque ça fait grincer des dents, normal qu'un musée, donc un établissement censé nous apporter culture et connaissances, fasse passer Louis XIV né en France d'un père français et élevé en France dans la tradition française, un étranger, ça agace un tantinet. Puis on découvre que ce parcours est articulé autour de 11 dates, certaines sans rapport avec le phénomène migratoire en tant que tel, comme l'instauration du Code noir, mais dont le seul but est de faire passer la France pour un méchant pays qui discriminait et colonisait les étrangers. Une vision simpliste et à charge qui sert leur idéologie victimaire, on n'en attendait pas moins d'eux. Selon un article du Figaro, seuls les assauts d'aide aux migrants et le Parti communiste trouvent grâce aux yeux du musée, sans qu'il ne soit mentionné bien évidemment l'appel de Georges Marchais en 1981 à l'arrêt de toute immigration légale ou clandestine. Georges Marchais, c'est le secrétaire général du PC de 72 à 94. Et puis pour finir sur cette expo, à laquelle Patrick Boucheron a largement travaillé, j'ai oublié de le mentionner, eh bien on peut parler de la citation de Jules Guesde, homme politique socialiste français qu'ils ont décidé de mettre en évidence. Nous ne sommes pas une race, nous sommes une nation qui s'est formée depuis 18 siècles par les alluvions successives que 100 peuples divers ont laissées sur notre sol. C'est fou, c'est vraiment quand ça les arrange qu'ils font confiance aux connaissances historiques des hommes politiques. Parce que Jacques Dupaquier, qui était pour le coup lui historien et démographe, a démontré que l'immigration en France n'était qu'un phénomène marginal jusque dans la fin du 19e siècle. Donc l'idée que la France a toujours été une terre d'immigration, c'est une légende. En bref, ça c'était pour la pensée décoloniale. L'autre idéologie pour laquelle la réécriture de l'histoire est mise au service, c'est l'idéologie LGBTQ+. Et quel meilleur exemple que la cérémonie des JO pour le démontrer. Je vais pas épiloguer pendant 1000 ans dessus, mais entre Thomas Joly, le directeur artistique, qui nous dit que Jeanne d'Arc est l'une des plus grandes travesties de notre histoire, que si les rois français se poudraient et portaient des talons, c'était quand même la preuve que par le passé la société française était gender fluide, et que du coup ça justifie de montrer Philippe Catherine à poil et d'organiser un drag show, les familles françaises ont été bien servies. Après on avait été prévenus, le 16 juillet, les auteurs de cette cérémonie donnaient une interview au Monde. Patrick Boucheron n'aurait jamais autant entendu le nom de ce mec que dans cette vidéo, nous sortait que la cérémonie d'ouverture serait, je cite, le contraire d'une histoire virile, héroïsée et providentielle.
Et quand le journaliste du Monde disait « Si on comprend bien, votre travail est tout sauf une reconstitution à la manière des spectacles du Puy du Fou », les auteurs s'exprimaient en chœur l'inverse. D'ailleurs, le Puy du Fou, élu meilleur parc du monde à 2 reprises, une première pour un parc français, est la bête noire des historiens et des chaînes télévisées neutres et non biaisées. Le parc avait inspiré à complément d'enquête l'émission France 2 un reportage à charge en 2023. À côté de ça, 4 historiens avaient enquêté sur le parc et publié leurs conclusions dans un livre intitulé Le Puy du Faux, dans lequel ils accusaient l'entrepreneur et homme politique Philippe de Villiers de réécrire l'histoire afin de servir son idéologie tout en invisibilisant les minorités telles que les femmes et les homosexuels ou en idéalisant la monarchie. On attend toujours l'enquête de ces historiens sur le musée de l'immigration ou sur le parc Astérix, qui ose nous servir le mythe bien connu du roman national Nos ancêtres les Gaulois. Non, le roman national n'est pas une représentation neutre et objective de l'histoire de France. Oui, il faut enseigner aux Français les pages moins glorieuses de leur histoire. Mais qu'on arrête de s'excuser de notre passé, qu'on arrête de nous culpabiliser d'avoir été l'une des plus puissantes nations du monde, et soyons fiers de nos racines. Et surtout, n'oublions pas, la France ne peut être la France sans la grandeur.